Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube des ateliers numériques Google. Bienvenue pour sa dernière conférence de la journée en ce vendredi après-midi pour les plus motivés d'entre vous. Avant que l'on débute, n'hésitez pas à me dire si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien, histoire que l'on évacue tout problème technique éventuel dès le début. Je ne serai pas seul cet après-midi, je serai accompagné de Pierre. Pierre qui vous répond sous le pseudo Google Atelier Numérique, qui est là pour m'épauler, qui est là pour modérer en cas de besoin, qui est là pour envoyer les différents liens des éléments que l'on va voir ensemble. Cet après-midi, on va parler design thinking. Si c'est un terme qui vous est inconnu, eh bien, j'espère qu'au terme de cette heure ou cette heure et demie, ce sera plus clair pour vous. Et en particulier, c'est une méthode de gestion de projet, pour faire simple, une méthode agile, on appelle ça, pour développer un projet en particulier. Bonjour Mathieu, bienvenue et merci pour votre retour. A priori, on est bon niveau son. C'est pareil, si jamais ça se met à grésiller ou autre, n'hésitez pas à me le signaler. Pour celles et ceux qui sont avec nous, n'hésitez pas aussi à nous préciser dans le chat qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui. Est-ce que vous êtes là par curiosité? Est-ce que vous souhaitez mettre en place le design thinking? Est-ce que vous avez un projet à lancer? Est-ce que vous êtes étudiant ou étudiante? Bref, donnez-moi un petit peu plus de contexte. L'idée, c'est que je puisse personnaliser au maximum les exemples et que ce soit le plus concret, le plus pertinent pour vous au travers de toute la théorie et de toute la pratique. On va voir pas mal d'exemples d'outils que vous pourrez utiliser de votre côté. Donc, si je peux personnaliser, c'est toujours plus sympa pour vous. En attendant vos éventuels retours, je vais présenter, pour ceux qui ne connaissent pas encore, ce que sont les ateliers numériques Google. Donc, c'est un programme de formation dédié au numérique qui est sans frais et accessible à tout le monde. On s'adresse en gros à trois typologies de personnes, celles et ceux qui sont en recherche d'emploi, les étudiants, et puis les professionnels, commerçants, TPE, PME, voire des entreprises un petit peu plus grandes ou des postes spécifiques, pourquoi pas de chargés de communication par exemple. Pour ça, on a tout un éventail de formations qui vont d'un niveau débutant à intermédiaire. On va avoir un gros volet sur le marketing digital. On va parler de référencement naturel, on va parler de publicité en ligne, on va parler de fiches d'établissement Google. Bref, on traite plein de sujets. On aborde également la thématique de la cybersécurité, de l'entrepreneuriat, du développement personnel et puis de la gestion de projet, comme c'est le cas cet après-midi, en particulier avec la méthode Design Thinking. Ces formations, vous les retrouvez sur cette même chaîne YouTube, 3 directs par jour, à 10h, à 14h et à 16h, 2 le samedi. Et puis, il n'y a pas de live le dimanche. On se déplace également beaucoup en région. Donc, pour ça, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur notre site internet. Vous verrez l'ensemble des endroits où l'on vient à votre rencontre. On est présent en fait dans 5 lieux physiques en France. On est présent à Montpellier, à Nancy, à Rennes, à Bordeaux et à Saint-Étienne. Donc, on est ouvert le lundi à Montpellier, le mardi dans les 4 autres ateliers. Donc, si vous êtes à proximité de ces villes, on se fera un plaisir de vous accueillir. Typiquement, Pierre est à Bordeaux, moi je suis à Nancy. Et puis, je vous l'ai dit, on se déplace vraiment partout en France. Donc, il y a de fortes chances que prochainement, on vienne à proximité de chez vous. Donc voilà, vous retrouvez donc ces formations soit en visioconférence, soit sur la chaîne YouTube, soit en présentiel. Et puis, dernier point, au-delà des conférences, on propose également ce que l'on appelle des coachings personnalisés. Et je vais vous afficher la bannière. Voilà. Les coachings personnalisés, qu'est-ce que c'est? C'est 1 heure avec un ou une coach à l'échelle nationale. Vous pouvez nous poser l'ensemble des questions que vous avez, l'ensemble de vos problématiques en lien avec le programme, avec le numérique, avec la recherche d'emploi et autres. C'est entièrement sans frais, simplement restreint à 1 heure par semaine pour que nous, on puisse aider un maximum de personnes. Et puis, je précise que c'est du conseil uniquement, on n'est pas une agence. On ne va pas faire une campagne de publicité à votre place, on ne va pas faire un site internet à votre place, on ne va pas gérer un projet à votre place. En revanche, on peut tout à fait vous conseiller en fonction de nos expériences, en fonction de ce que l'on connaît, en fonction des outils qui peuvent nous sembler utiles. Bonjour Réjeanne, pourriez-vous nous donner le lien à la page qui permet de passer les certifications Google? Eh bien, c'est une bonne transition Réjeanne, effectivement. On propose également une certification sur les fondamentaux du marketing numérique. Pierre va vous le mettre dans le chat. Je te remercie, Pierre. Donc, cette certification, il faut compter environ une 40aine d'heures. Honnêtement, je pense que ça peut se faire en moins. Vous y abordez 26 modules et puis à la fin, vous pouvez être certifié. Je crois qu'il faut avoir 80% de bonnes réponses, quelque chose comme ça.
Ah, parfait. Merci beaucoup, Pierre, pour le lien. Donc voilà, c'est une certification qui est reconnue à l'échelle européenne. Pourquoi pas la passer, effectivement. Ça permet vraiment de poser les bases, tous les canaux marketing numériques que vous pouvez activer. Euh, donc franchement, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et effectivement, merci pour le complément, Pierre. Si vous souhaitez aller plus loin que les fondamentaux du marketing numérique, vous pouvez avoir aussi d'autres formations sur le site Skillshop. Là, pour le coup, vous allez avoir des formations sur Analytics, des certifications, pardon, sur Analytics, sur Google Ads, sur plein d'outils Google, sur des concepts du marketing. Voilà, sachez qu'il existe ces deux sites-là qui sont proposés par Google. Allez y faire un tour si vous souhaitez vous former en complément des ateliers que l'on vous propose actuellement. Voilà pour la présentation des ateliers. J'enlève la bannière et puis je vous propose que l'on entre doucement dans le vif du sujet. Comme toutes nos formations, on a toujours 3 objectifs. Le premier, ce sera que vous puissiez développer un état d'esprit design thinking. Encore une fois, on va expliquer tout ça juste après. Comprendre le processus et puis comprendre l'intérêt de cette méthode, puisque pourquoi on s'intéresse spécifiquement à cette méthode, on va voir que ça a pas mal d'avantages. Et puis que vous soyez demain en capacité de participer à un design sprint. Ce sont des sessions de travail qui vont de 2 à 3, voire 4 semaines. Voilà, donc c'est vraiment comprendre cette méthode de gestion agile. On retrouve aussi sous ce terme plutôt en français, méthode agile. Le design thinking en fait partie. Et 2 petites précisions. Donc, nous sommes en live. Tout l'intérêt du live, c'est que vous puissiez, en direct, pardon. Tout l'intérêt du direct, c'est que vous puissiez nous poser des questions. Sinon, on mettrait uniquement des formations disponibles en replay. Donc, tout l'intérêt du direct, c'est que vous puissiez nous poser l'ensemble de vos questions. Vraiment, je me répète, mais n'hésitez pas à participer au chat. Il est là pour ça. Et puis, deuxième point, on ne partage pas le support de présentation et cette formation ne sera pas disponible en replay. Donc, je vous invite et je vous recommande même à faire des captures d'écran pour que vous puissiez retenir un maximum d'éléments sur ce que l'on va voir ensemble. Et une dernière précision aussi, on a une petite latence entre 10 et 15 secondes entre le moment où je parle et où vous m'entendez réellement. Donc, il se peut que si je vous pose des questions, je temporise un petit peu pour avoir vos retours. Voilà pour toute l'introduction. Je vous propose qu'on entre directement dans le vif du sujet. On va débuter par une définition, tout simplement, une définition assez complète, mais on va la détailler ensemble. Je vous l'ai dit, le design thinking, peut-être que ça ne vous parle pas forcément. Et je me permets de vous relancer, mais encore une fois, n'hésitez pas à nous donner un petit peu plus de contexte sur ce qui vous amène, sur les raisons, qui vous amènent sur ce live cet après-midi. Si vous êtes là par curiosité, si vous êtes chef de projet, si vous êtes en reconversion professionnelle, bref, n'hésitez pas. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Encore une fois, l'idée, c'est que je puisse personnaliser au maximum et que ce soit le plus pertinent pour vous. Alors, cette définition du design thinking, donc c'est une définition qui nous est fournie par un fondateur de l'entreprise Different Factory. Donc, c'est une définition assez exhaustive. Philippe nous dit que c'est une approche centrée sur l'humain dans le but de résoudre un problème ou d'innover. Déjà, si on s'arrête sur cette première phrase, bien entendu, toute entreprise, tout produit, tout service se base sur un problème. La raison même d'exister d'une entreprise, d'une association même, c'est qu'il y a un problème à résoudre, ou alors je viens innover, que ce soit des innovations majeures ou incrémentales, mais je viens innover sur des choses qui existaient déjà avant, ou je viens apporter des services supplémentaires. Bonjour Emma, bienvenue également sur la chaîne. Je suis en reconversion professionnelle. Ok, très bien, merci pour votre participation. Et pareil, je suis curieux, mais si vous voulez, vous pouvez nous préciser dans quel secteur. Encore une fois, ce live sera en privé juste après, donc il ne sera plus accessible. Donc finalement, on va passer 1 heure à 1 heure et demie entre nous. Donc n'hésitez pas encore une fois à participer dans le chat. Donc voilà, une approche centrée sur l'humain dont le but est de résoudre un problème ou d'innover. Ça, ce sont des termes clés, vous allez le voir, on va les passer en revue au fur et à mesure de cette conférence. Donc l'empathie, la créativité, la co-création, l'itération et le droit à l'erreur sont au cœur de cette méthodologie d'innovation. Donc tout ça, c'est au cœur de la méthodologie du design thinking. On va les redétailler, mais pour faire simple, l'empathie, savoir se mettre à la place de quelqu'un, la créativité, avoir des idées
novatrice. La co-création, c'est travailler à plusieurs, savoir travailler en équipe. Et puis l'itération, c'est tout simplement la possibilité de pouvoir revenir en arrière, de repenser finalement ce que l'on avait imaginé, puis ça va de pair avec le droit à l'erreur. On fait rarement les choses parfaitement du premier coup, même rater des lancements d'entreprise ou déposer le bilan, ce n'est pas une fatalité, on apprend de ses erreurs. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important, on a le droit de se tromper, et c'est encore une fois au cœur de cette méthodologie. Et enfin, l'objectif, c'est de s'approprier les outils du design, puisque ça s'appelle le design thinking, pour gérer des projets innovants et résoudre des problèmes passés ou à venir. Donc on revient vraiment là sur cette notion de problème que l'on cherche à résoudre, mais cette fois-ci d'un point de vue design. Encore une fois, on va détailler tout ça au fur et à mesure de cette conférence. On a scindé cette démarche, elle se scinde en 5 étapes. La première, c'est l'empathie, encore une fois, la capacité à se mettre à la place de mon client, de mon utilisateur final ou de mon prospect. Ensuite, la deuxième, ce sera la définition, donc la définition du besoin. Concrètement, quel est le besoin de la personne, de mon client potentiel, encore une fois. Bonjour Esther, bienvenue sur la chaîne en recherche d'emploi, Product Owner. Eh bien, effectivement, on va voir le design thinking, pour le coup, c'est vraiment une méthode qui fait totalement partie des missions du Product Owner. Donc voilà, je suis chef de produit, on peut traduire ça comme ça en français. Vous êtes au bon endroit, Esther, et j'espère que vous allez apprendre un maximum de choses au cours de cette conférence. Donc je disais, deuxième étape, c'était la définition du besoin, mettre des mots sur les problématiques identifiées. La troisième étape, c'est l'idéation, donc on cherche des idées pour résoudre ce problème. Quatrième étape, on rend concret la phase d'idéation, on rend concret les différentes idées que l'on a eues. Et puis, cinquième étape, phase de test. Là, vraiment, je fais tester mon prototype par mes utilisateurs finaux. Et je vous l'ai dit, c'est itératif, le design thinking, donc je peux tout à fait revenir à la première étape, me tromper, refaire une phase d'empathie, voir si je n'ai pas oublié des choses, voir si j'ai mal défini mon besoin ou si j'ai pas d'autres idées. Bref, tout ça, c'est un cercle vertueux. Je peux à tout moment revenir au début d'une de ces étapes. Avec plaisir, Esther. Quelques outils pour plonger dans l'immersion client. Donc, Pierre va vous communiquer un site qui s'appelle Palmerando. En fait, c'est un site fictif. Je vais vous le montrer, ce sera peut-être plus pertinent, pour vous, plus concret. Donc ça, c'est un site fictif. Voilà, ils ont imaginé finalement quels allaient être leurs clients. Donc là, on parle de persona. Le persona, c'est tout simplement votre clientèle type. Vous imaginez, une personne fictive à partir d'observations réelles, et puis vous définissez votre cible. Donc là, j'ai pas forcément d'exemple dans le chat, donc je vais en prendre un lambda. Imaginons, je vends des accessoires pour moto. Eh bien, je vais avoir différents personnages. Je peux avoir ceux qui sont jeunes permis, ceux qui recherchent plutôt la vitesse, le design. Et puis, je vais avoir une autre typologie de personnes qui seront plus sur le confort, la durabilité, la résistance. Bref, ces personnes-là n'ont pas forcément la même tranche d'âge, n'ont pas forcément les mêmes centres d'intérêt. Eh bien, je peux construire 1, 2, 3 personas différents. Mes produits s'adressent toujours à des catégories spécifiques de personnes. Et c'est valable vraiment dans tout. Si vous prenez, j'ai vu les chiffres de Instagram il n'y a pas longtemps, je crois que c'est 89% des utilisateurs qui ont entre 16 et 25 ans. Donc même des énormes, des mastodontes comme ça, ils vont avoir une cible spécifique. Sur Facebook, je crois que c'est quasiment 90% de 25-49 ans. Et c'est pareil pour toutes les structures, c'est sans doute pareil pour vous. Donc ça, c'est vraiment une étape essentielle, définir son persona. Pour ça, il y a différents outils. Donc soit vous allez voir le persona dans ce cas fictif. Il y a un outil que j'aime bien aussi, t'embête pas Pierre, je vais le mettre directement dans le chat. Il y a Make My Persona qui vous permet tout simplement de créer votre persona. L'idée, c'est que vous soyez quitte de partir d'une page blanche. Là, vous le créez, vous lui donnez un nom, vous lui donnez une tranche d'âge, vous lui donnez une catégorie socio-professionnelle, vous renseignez un certain nombre de critères. Là, je vais passer très rapidement dessus, mais voilà, libre à vous de
le construire ou non. L'idée, hein, c'est que vous sachiez demain à qui s'adressent vos produits et vos services. Donc voilà, niveau d'études, la tranche d'âge, etc., etc. Là, c'est plus dans le cadre du B2B. Si je travaille de professionnel à professionnel, bah, est-ce que la personne concernée est la décisionnaire? Est-ce qu'au contraire, c'est plutôt ses supérieurs qui vont prendre la décision, etc., etc. Je passe très rapidement dessus. Quels sont les réseaux sociaux que ma cible utilise? Puisque c'est pareil, moi, en tant qu'entreprise, bah, je peux me poser la question de est-ce que ça sert à quelque chose que j'aille sur Facebook, que j'aille sur Instagram, que j'aille sur Twitter? Bah, c'est pareil. Ça, je peux regarder des stats et puis voir si effectivement ils sont sur tel ou tel réseau social. Et à la fin, ça vous génère une sorte de CV comme ça qui sera votre cible et qui est susceptible d'évoluer avec le temps ou entre ce que vous avez imaginé et la réalité des faits lorsque vous aurez lancé un produit ou un service. Ensuite, il y a tout l'aspect parcours client. Le parcours client, hein, c'est finalement comment est-ce qu'il fait pour rechercher mes produits, mes services. Si ce sont de jeunes utilisateurs, ils vont sans doute énormément utiliser Internet. Mais au sein d'Internet, quels réseaux sociaux ils vont utiliser? Est-ce qu'ils vont passer par des places de marché? Comment ils vont se renseigner? Est-ce qu'ils vont rechercher des codes promo? Bref, tout ça, c'est des questions que je peux me poser et puis anticiper pour être présent au maximum sur le parcours de mes prospects. La roadmap, donc là, c'est vraiment ma feuille de route, hein, tout simplement, en français. Pas grand-chose à ajouter. On peut peut-être aller voir l'exemple qu'il nous propose. Voilà, donc là, typiquement, ok, on va essayer de le télécharger. Voilà, là, typiquement, ils vont imaginer, donc là, c'est pour remettre un peu de contexte, un Palmerando, ils imaginent qu'ils sont une sorte d'agence de voyage. Donc là, ils se disent, ok, je suis dans la phase, je recherche un séjour. Donc là, voici un petit peu ce que les différents prospects sont susceptibles de rechercher. Et à chacune des phases, eh bien, ils vont essayer de se positionner dessus. Là, vous voyez, à chaque fois, ils vont identifier les solutions associées aux attentes de leurs utilisateurs. Je vous mets, t'embête pas Pierre, je vous mets le lien. Alors, il sera assez long. Peut-être que ça ne passera pas, enfin, on va voir. Ouais, ça l'a mis en 3 fois. Alors, je vais juste prendre un raccourcisseur de lien pour que vous puissiez cliquer dessus. Du coup, Pierre, je te laisserai faire pareil avec les futurs liens que je t'avais envoyés. Donc voilà, je vous l'envoie en exemple si vous souhaitez aller jeter un œil de votre côté. N'hésitez pas. Donc là, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est simplement un raccourcisseur de lien qui me permet comme ça de vous l'envoyer plutôt que ça s'envoie en 3 messages. Et enfin, le dernier point, c'était tout ce qui est voilà, marketing automation. Donc ça, tout simplement, c'est des choses que je peux automatiser, l'envoi d'emails notamment. Et pareil, si je prends cet exemple-là, enfin, t'embête pas Pierre, je raccourcis le lien et je l'envoie dans la foulée. Donc là, pour le coup, je vous l'envoie aussi. Et voilà, donc quelques points essentiels sur les choses à automatiser. Voilà, je peux envoyer un email de bienvenue, un email d'information, un accusé de réception de la commande. Voilà, s'il réserve un séjour, voilà un petit guide de qu'est-ce que je dois prendre avant de partir en vacances, être sûr que je n'oublie rien pour que le séjour se passe au mieux. Et tout ça, en fait, je peux l'automatiser. Des relances de vie, voilà, le solde à régler, je peux en faire un à J-30, à J-10, bref. L'idée de ça, c'est vraiment de dire, OK, qu'est-ce que je peux automatiser? Et puis après, je le définis dans mon outil d'emailing. Sendinblue, Mailchimp, enfin, il y a plein de solutions qui existent pour l'emailing, notamment. Donc ça, voilà, c'est différents outils qui vous permettent de vous immerger finalement au maximum dans l'esprit de votre client. On est déjà un petit peu sur la phase d'empathie finalement. Hop, je vais juste remettre en plein écran, ce sera plus agréable pour vous. Pour bien comprendre aussi ce qu'est le design thinking, on va opposer finalement l'approche traditionnelle qu'on appelle l'approche en cascade. Finalement, aujourd'hui, quand on est chef de projet ou quand on lance un nouveau produit, un nouveau service, on va avoir tendance à avoir cette approche.
en cascade. Donc, c'est des étapes, hein. Je ne peux pas forcément revenir en arrière ou alors c'est très coûteux, mais je vais spécifier les besoins, je vais concevoir, je vais mettre en œuvre, tester, installer, faire de la maintenance. Donc, si je prends, ça c'est un peu un héritage hein, de tout le côté industriel où, imaginons, je construis un bâtiment. Bon, bah, voilà, quels sont les besoins? Est-ce que je vais héberger des familles? Si oui, combien de personnes? Quelle doit être la superficie? Après, je vais avoir tout le travail d'architecte, de mise en œuvre, donc voilà, commencer à faire les fondations, etc., etc. Je peux difficilement revenir en arrière. Je teste si tout est bon, si c'est étanche, si le bâtiment respecte bien les différentes normes. Et j'installe tout ça, et puis après, il y a tout l'aspect maintenance. Eh bien, à contrario, finalement, l'approche agile, hein, encore une fois, ce terme d'agile, vous le retrouverez assez fréquemment. Le terme de design thinking, ce sera légèrement différent. On va toujours partir de besoins. Encore une fois, hein, tout produit, tout service se base sur des besoins, cherche à résoudre un problème. Donc, on part des besoins. On va avoir ce qu'on appelle des sprints. Alors, des sprints, c'est quoi? Ça va de 2 à 4 semaines et on va se donner un objectif à atteindre sur ce court laps de temps. L'idée, hein, c'est qu'on construise au fur et à mesure un projet, que ce soit un projet physique ou web ou autre. Ensuite, phase de contrôle et de réalisation, un prototypage rapide. Donc l'idée, c'est quoi? C'est plutôt que de vouloir faire quelque chose de fini dès le début, on va se prototyper assez rapidement. Typiquement, demain, je veux lancer un site internet où je vends, je reprends l'exemple des équipements pour la moto. Bah, plutôt que de faire un site complet à part entière, je peux pourquoi pas aller faire un site assez simple et juste pour voir si ce que je propose semble intéresser les gens. Un autre exemple dans le domaine de la moto, ce qui peut être intéressant aussi, c'est toutes ces balises GPS qui permettent de géolocaliser votre moto. Si c'est assez novateur, enfin c'est ce qui s'était passé pour, je connais notamment l'entreprise GeoRide, bah, ils auraient très bien pu faire un premier site, voilà, ou juste pour tester si a priori il y a des demandes, si les gens s'intéressent à ce produit en particulier. Une fois que j'ai fait un prototype qui semble convenir, eh bien, j'en fais un produit test. Donc là, c'est vraiment les utilisateurs finaux, c'est vos clients qui vont vous faire leur retour. Et puis, il y aura forcément des choses à améliorer. On peut toujours mieux faire. C'est un cercle vertueux, encore une fois, hein. Toutes ces étapes-là, c'est itératif. Je peux très bien passer de la phase de prototypage et revenir sur les besoins. Idem ici, même si j'ai fait mon produit test, ok, a priori, ça ne répond pas vraiment aux besoins. On repart au tout début, on redéfinit les besoins des bénéficiaires. Tout ça, c'est assez théorique pour le moment, mais on va voir plein d'exercices, encore une fois, au cours de cette conférence, qui nous permettent de rendre beaucoup plus concret chacune de ces étapes. Et du coup, pour mettre finalement côte à côte les deux approches que je viens de vous décrire. Donc, l'approche traditionnelle, j'ai une phase 1, c'est validé, on passe à la phase 2, phase 3. Je peux difficilement revenir en arrière, donc il n'y a pas de rétroaction ou difficilement possible, hein. Si je reprends l'exemple du bâtiment, une fois que le bâtiment est monté, que le toit est posé, je ne vais pas me dire finalement on va changer les tuiles ou on ne va pas mettre cette typologie de toit. Alors c'est possible, mais c'est très coûteux et c'est vraiment pas l'approche la plus optimale. Et de son côté, l'approche agile, c'est vraiment organisé autour de phases de sprint, encore une fois, 2, 3, voire 4 semaines. Et là, pour le coup, je peux revenir à chacune des phases en fonction des besoins, en fonction des problématiques que j'aurai rencontrées. Je vais vous remettre le pointeur laser aussi, c'est toujours plus clair pour vous. Le point important aussi, c'est que cette phase de prototypage, on insiste dessus puisque souvent une erreur qui est faite par les personnes qui souhaitent se lancer ou qui souhaitent lancer un produit, un service, c'est qu'ils attendent d'avoir quelque chose vraiment de fini, de finalisé. N'hésitez pas à prototyper. Je vous donne un exemple. Pour celles et ceux qui connaissent l'application Yuka, et celles et ceux qui ne connaissent pas, Yuka, pour faire simple, c'est une application mobile qui vous permet de scanner le code barre des différents produits alimentaires et d'hygiène, si je ne dis pas de bêtises, qui viennent des grandes surfaces et autres. L'idée, c'est que vous scannez ce code barre et ça va vous donner un score qui va de 0 à 100. Donc, leur produit final, même s'il est en constante évolution, c'est l'application mobile. Pourtant, les prémices de ce projet-là. Merci beaucoup, Pierre, pour l'article complémentaire et puis pour le lien de Yuka pour ceux qui souhaitent tester, aller jeter un œil. Donc,
les prémices du projet, qu'est-ce que c'était? C'était pas l'application dès le début, c'est simplement qu'ils allaient en grande surface, ils expliquaient le service qu'ils pouvaient proposer aux gens sans frais. Ils leur disaient, bah voilà, en fait, au début, si vous n'arrivez pas à interpréter un produit, si vous ne comprenez pas si c'est bon ou pas pour votre santé, s'il y a des bonnes valeurs nutritionnelles ou autres, vous faites une photo de l'arrière du packaging, et puis nous, on vous fait un mini résumé en 2-3 lignes de pourquoi c'est bon, pourquoi c'est pas bon, ou pourquoi c'est moyen, tout simplement. Donc, ils ont vu que les gens étaient plutôt intéressés par ce service. Clairement, en termes de process, c'était pas du tout optimal puisque fallait que les gens prennent la photo, qu'ils envoient, que derrière, c'était produit par produit, il fallait analyser. Aujourd'hui, c'est plus du tout comme ça. Vous avez une réponse instantanée juste en scannant le code barre. Mais voilà, c'était vraiment le prototype. Simplement, j'envoie des SMS et puis je fais une mini-analyse. Et c'est ce qui leur a permis finalement de valider, en tout cas c'est ce qui leur a permis en partie de valider le fait qu'il y avait une demande par rapport à ça, puisqu'ils avaient identifié à la base que on ne comprend pas tous forcément ce qui est inscrit derrière un packaging. On parle en valeur nutritionnelle, on parle en pourcentage, on parle d'édulcorants, de produits spécifiques que l'on ne connaît pas forcément si on n'est pas dans le domaine. Donc voilà, l'idée, encore une fois, hein, c'est pourquoi prototyper? Voilà, déjà se rendre compte si ce que l'on a imaginé, c'est vrai que ce point est aussi important. Déjà, voir s'il n'y a pas un décalage entre ce que l'on a imaginé et ce qu'il est possible de faire en vrai et le rendu, finalement, hein, que ça aura. Et puis voilà, on peut se dire aussi que finalement, je vous l'ai dit, hein, c'est itératif. Au moment du prototype, on peut se dire, OK, non, ça va pas, je reviens sur les étapes précédentes. Ou je reviens sur la phase d'idéation, je vais imaginer mon prototype d'une manière différente. Un autre exemple aussi que l'on aime bien vous donner, donc c'est une petite histoire qui a eu lieu, enfin c'est une vraie histoire tout simplement. Donc c'est un designer industriel qui s'appelle Doug Dietz. Alors lui tout simplement, il a participé à la conception, finalement le design, la pièce qui entoure toute le centre d'examen pour en particulier passer un IRM. Donc, cette machine permet de passer des IRM. Pour lui, tout était bien pensé, le design était épuré, tout en blanc, ça rassurait, etc. Et puis, en observant finalement les différentes personnes qui venaient faire leur examen, donc passer un IRM, il s'est rendu compte que les jeunes enfants, très souvent, ils étaient très mal à l'aise, ils avaient peur, voire même ils pleuraient. Donc il s'est dit, OK, là, il y a un problème. Les jeunes enfants ont peur d'aller passer un examen, pourtant c'est essentiel pour leur santé. Ils passent plutôt un mauvais moment, donc il faut que je trouve une solution pour résoudre ça. Donc là, phase d'empathie, je me mets dans la tête, je me mets dans... je fais comme si j'étais un enfant de 5-6 ans et je dois passer un IRM. Il fait ça et il se dit effectivement, je rentre dans cette pièce toute blanche, assez froide, pas très rassurante. Donc là, il se dit, OK, je comprends, moi non plus, je ne suis pas rassuré. Il faut que l'on imagine quelque chose d'autre. Il faut qu'on rende la pièce plus chaleureuse, plus agréable. Et à partir de là, ils ont décliné différentes choses. Donc là, nous, on vous a mis un des exemples de ce qui a été fait, mais il y a eu différentes thématiques abordées. Donc là, ils se sont dit, OK, on va faire quelque chose sur le thème des bateaux, sur le thème de la mer. Et puis, l'idée, hein, c'est qu'un jeune enfant, quand il vient dans cette pièce, eh bien, c'est une sorte de jeu pour lui. Et puis, on lui dit tout simplement, voilà, monte sur le bateau pour passer ton examen. Et là, tout de suite, les résultats étaient concluants. Effectivement, les jeunes enfants avaient beaucoup moins peur de faire leur examen. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser, hein, mais pour celles et ceux qui n'ont pas fait, enfin qui n'ont jamais fait d'IRM, c'est assez bruyant comme machine. On vous met un casque sur les oreilles en plus. Donc là, l'idée aussi, c'est de diffuser des bruits d'eau ou ce genre de choses, ce qui permet de rendre ça le plus immersif possible. À titre personnel, hein, alors c'était pas aussi poussé, mais il y avait quand même une musique assez relaxante, un faux ciel qui était dessiné au plafond. Il y avait aussi, je crois, ça pouvait simuler aussi la nuit ou ce genre de choses. Bref, tout ça pour rendre l'expérience plus agréable. Donc ça, c'est un exemple très spécifique dans le domaine des examens médicaux, mais que l'on trouve assez parlant. Je vois qu'il y a un petit peu plus de personnes. Est-ce que jusqu'ici, c'est OK pour vous? Est-ce que je suis clair dans mes explications? N'hésitez pas à me mettre un petit OK dans le chat pour être sûr que c'est clair et que je ne vous ai pas perdu.
en cours de route. Et puis, comme je vous l'ai dit, il y a une petite latence, une dizaine de secondes, donc j'attends 1 ou 2 OK avant de pouvoir poursuivre. C'est OK pour Mathieu, c'est OK pour Réjeanne. Merci pour vos retours. Eh bien, écoutez, je vous propose que l'on poursuive tranquillement. On va s'intéresser. Eh bien, merci beaucoup Esther, c'est très gentil. J'espère que vous allez continuer d'apprendre des choses. Là, on va parler de l'état d'esprit design thinking. Donc, l'état d'esprit design thinking, c'est quoi? C'est une... bonjour Ayoub, c'est OK pour vous aussi. Merci beaucoup et bienvenue sur cet atelier. Une conception centrée sur l'utilisateur signifie comprendre ce dont vos utilisateurs ont besoin. Comment ils pensent, comment ils se comportent et intégrer cette compréhension dans tous les aspects de votre processus. Donc, tous ces éléments-là, comment ils pensent, comment ils se comportent et intégrer tout ça, on va voir encore une fois plein d'exercices concrets qui vous permettent au mieux d'identifier voilà, cette phase. Comment ils pensent, c'est la phase d'empathie hein, finalement. Comment ils se comportent également, on peut le rattacher à cette partie-là. Donc ça, encore une fois, assez important. Bon, c'est un terme en anglais, user-centric, mais simplement, soyez en français centré utilisateur. Et c'est OK aussi pour Réma. Merci pour votre retour. Donc, une approche centrée utilisateur, on se met bien dans la peau de son utilisateur final, de sa cible finale. Et encore une fois, je me répète, mais c'est valable pour tout. J'accompagnais une dame il y a quelques temps qui a des chambres d'hôtes. Elle me disait qu'elle n'avait pas de typologie de personnes, que c'était un peu tout le monde qui venait. En fait, en regardant, on s'est rendu compte que soit il y avait des jeunes couples, soit des couples un peu plus âgés, soit des personnes qui venaient, là pour le coup c'était dans le nord de la France, donc des étrangers, c'était la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg. Donc pour moi, c'est 3 cibles différentes. On ne va pas avoir le même discours pour quelqu'un qui vient de Belgique que pour un jeune couple, que pour un couple un peu plus âgé. On ne met pas en avant les mêmes éléments, les mêmes avantages de sa région en fonction de la tranche d'âge, en fonction des centres d'intérêt des personnes. Bref, tout ça pour vous dire que vous, ce sera la même chose. Donc, posez-vous cette question. Définissez bien votre cible. Là, en marketing, la cible, c'est vraiment votre client type, votre client idéal, l'objectif que vous recherchez. Essayez d'avoir un maximum de retours. Pour ça, vous pouvez poser des questions à vos cibles. Vous pouvez faire des formulaires, des questionnaires que vous soumettez à votre cible. Il y a plein de solutions qui existent. Hein. Il y a Google Forms qui est gratuit. Il y a Monkey Survey, il y a Survio, il y a Evalengo. Enfin, il y a plein de solutions. Vous en trouvez assez facilement sur le web. Tout l'aspect, encore une fois, mieux comprendre les comportements, les besoins, les freins et les problèmes. Encore une fois, si vous ne ressentez pas forcément, si vous souhaitez répondre à un besoin et que vous n'avez pas ce problème, c'est vraiment important de se mettre à la place de cet utilisateur final. Et puis derrière, il faut apporter les solutions adaptées. Et point important, ne vous arrêtez pas à vos intuitions. C'est pas parce que vous pensez que ces besoins, c'est ça. Merci pour le lien vers Google Forms, Pierre. Ce n'est pas parce que vous dites, OK, ces besoins, c'est sans doute ça, vérifiez-le. Interrogez quelqu'un qui correspond à votre cible. Et puis, point important aussi, lorsque vous l'interrogez, n'hésitez pas à formuler plusieurs fois la question pourquoi. Si je reprends l'exemple de Yuka, je suis en grande surface, je vais observer quelqu'un, il retourne le packaging. Je peux lui dire, que pensez-vous? Imaginez que ce sont des pâtes. On peut lui dire, que pensez-vous de ces pâtes? Ils vont répondre, je pense qu'elles doivent être bonnes, que ça a l'air bon pour ma santé. Pourquoi? La couleur du packaging m'inspire confiance et je pense que c'est équilibré. Pourquoi est-ce que vous pensez que c'est équilibré? La couleur verte, pour moi, ça fait appel au bien-être, à l'écologie, etc. Donc ça doit être bon pour ma santé. Et vous voyez, en fait, je prends un exemple bateau comme ça, mais c'est valable c'est aussi une technique qu'utilisent largement les commerciaux. Lorsque vous posez une question, d'ailleurs, posez plutôt des questions ouvertes. Et puis, une fois que vous avez une réponse, n'hésitez pas, tant que vous pouvez, à dire « mais pourquoi vous pensez ça ?» ou « pourquoi vous me répondez ça ?» Et comme ça, vous avez vraiment le fond de la pensée de la personne. Et vous avez davantage d'éléments de réponse que si vous vous contentez de la première réponse. Là, pour le coup, la première réponse, c'était « que pensez-vous de ce paquet de pâtes ?» Ça a l'air de correspondre à mes attentes. On n'est pas très avancé. Pourquoi ça correspond à vos attentes? Là, vous serez tout de suite, vous aurez un peu plus d'éléments de réponse que vous pourrez utiliser pour votre produit par la suite, ou votre service.
Toujours pareil, mais agilité et itération, c'est deux maîtres mots hein, du design thinking. C'est pas forcément un processus linéaire. Je peux tout à fait revenir en arrière. Je peux prototyper autre chose. Je peux redéfinir le besoin si je l'avais mal estimé ou si au contraire, voilà, j'avais une intuition et en interrogeant mes cibles, finalement, c'était pas tout à fait ça le besoin. Donc, je peux le redéfinir. Les retours, hein, ça peut, enfin, je peux bien identifier les besoins, mais peut-être que le prototype ne répondra pas exactement à ces besoins. Donc, je peux revenir sur une phase d'idéation, par exemple. Et puis voilà, il y aura des obstacles, c'est normal, il ne faut pas hésiter à chercher à y répondre et il ne faut surtout pas hésiter à revenir à l'étape précédente. C'est peut-être de là que vient le problème potentiel. Pareil, donc ça, toujours dans cette idée de prototyper rapidement. Encore une fois, pas besoin de réfléchir pendant 90 jours à votre projet. Essayez de lancer un prototype assez rapidement pour pouvoir le tester directement et vous apprendrez sans doute beaucoup plus avec un prototype qu'en réfléchissant de votre côté sans forcément avoir de retour. Pour celles et ceux qui nous ont rejoints, je le reprécise, mais on ne partage pas le support de présentation et ça ne sera pas disponible en replay. Donc, je vous invite à faire des captures d'écran si jamais il y a des infos, il y a des diapos qui vous intéressent. On peut se prendre aussi 5 minutes à la fin pour que je revienne sur certaines diapos. Il y a aucun souci. Point important aussi dans le cadre du design thinking, on l'a vu dans la définition hein, au tout début de cette présentation, mais la co-création, c'est aussi une valeur hyper intéressante. Concrètement, qu'est-ce que l'on entend par co-création? Eh bien, l'idée, c'est de faire participer toute une équipe sur un projet. Imaginons, vous lancez une marque de vêtements. Bah, si vous avez, vous avez des livreurs en interne, eh bien, pourquoi pas les faire participer aux différentes réunions pour lancer des nouvelles gammes de produits, pour avoir des retours utilisateurs ou autres. Bref, il n'y a pas de diplôme pour les bonnes idées. Tout le monde peut avoir des opinions différentes, une perception différente. Et puis, j'avais un prof qui nous disait que finalement, un problème, c'était comme une sphère et que si vous êtes seul, vous ne pouvez pas voir l'entièreté du problème, puisque vous ne pouvez pas voir l'entièreté de la sphère. Donc, il faut être au minimum 2 voire 3 personnes pour vraiment traiter le problème dans son entièreté. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Puis, il faut aussi comprendre que, si vous réfléchissez entre vous êtes 3-4, vous avez tous fait un bac+5 en marketing, bah, peut-être que vous avez vous êtes un peu centré sur votre vision et vous n'arrivez pas à prendre de recul sur l'entièreté du problème. C'est un peu le même principe que les bulles d'information sur les réseaux sociaux, ce genre de choses. J'ai des centres d'intérêt, donc on me fournit de plus en plus de contenu dans ce cadre-là, et puis j'ai l'impression que tout le monde pense comme moi. Bah, il peut y avoir ce biais aussi hein, dans le cadre de la co-création. Donc, vraiment, n'hésitez pas à faire participer des gens de culture, d'horizon, de niveau de diplôme, d'avis différents pour enrichir au maximum votre projet. Donc, pareil, domaine d'expertise, hein, des ingénieurs, des développeurs, en fonction du produit, du service, vous pouvez vraiment faire participer tout un tas de personnes plus ou moins âgées. Aussi, ça peut être intéressant en fonction de l'expérience des personnes d'avoir des visions différentes du produit. Et puis encore une fois, c'est ce que je vous disais, voilà, évitez de rester dans les silos habituels, de rester finalement sur les mêmes concepts sans forcément se rendre compte, enfin on ne se rend pas compte souvent hein, qu'on a une vision restreinte de la réalité. Donc encore une fois, l'intelligence collective, ça a pour but de pallier à ça, d'éviter d'être enfermé dans des bulles de pensée. Quelques règles d'or, on va en voir 4 si je ne dis pas de bêtises. En termes de design thinking, le premier, il faut respecter les timings. Donc que ce soit sur les sprints, on l'a dit, hein, c'est les sprints, ça se fait 2, 3, voire 4 semaines. Dans mes expériences précédentes, on faisait des sprints de 2 semaines. Mais encore une fois, ça c'est libre à vous de le déterminer. Et puis, point important aussi, les temps de pause de manière générale. Sur une journée de travail, vous serez plus productif en faisant 1 ou 2 heures de travail et puis en prenant une pause de 15-20 minutes plutôt que de faire 4 heures d'affilée. Parce que sans vous en rendre compte, hein, vous allez être beaucoup moins efficace. Bon, on a une formation qui est dédiée vraiment à l'efficacité comme ça, à l'optimisation des tâches. Donc, c'est plutôt dans le cadre de développement personnel. Donc, je ne vais pas m'attarder dessus, mais n'hésitez pas à regarder sur notre site internet si elle est planifiée prochainement,
sur notre chaîne. Règle d'or numéro 2, il n'y a pas de mauvaise idée. Point très important, hein, voilà, une idée peut vous paraître un peu farfelue, j'ai envie de dire, ou un peu déconnectée de la réalité. Bah, peut-être que c'est pas une si mauvaise idée. Je vais prendre des exemples très marquants volontairement, mais quand Steve Jobs a parlé d'un téléphone qui permettrait de tout faire, naviguer sur Internet, etc., bon, il y a sans doute une partie des personnes qui se sont dit n'importe quoi. Comme aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent se dire, Mark Zuckerberg, le métavers, bah, c'est totalement utopique ou dystopique. Enfin, ça, c'est à vous de l'interpréter, peut-être, mais on verra si effectivement il avait raison ou pas. Donc, plutôt que tout de suite juger l'idée que vous avez entendue, bah, laissez-vous un temps de réflexion ou demandez à la personne d'approfondir sa pensée, toujours avec cette méthode du pourquoi ou pourquoi tu penses ça, pourquoi, qu'est-ce que tu vois derrière ou ce genre de choses. Et il y aura peut-être effectivement des choses intéressantes que vous allez apprendre. Troisième règle d'or, c'est d'observer et d'écouter. Ça va de pair finalement avec le deuxième, mais bah déjà quand quelqu'un partage une idée, je ne lui coupe pas la parole, je le laisse exposer le fond de sa pensée et j'approfondis d'ailleurs le fond de sa pensée, encore une fois, avec cette méthode du pourquoi. Mais voilà, je laisse la personne s'exprimer, je la laisse exposer sa vision des choses, même si je ne suis pas d'accord avec elle. Puisqu'encore une fois, si vous coupez la parole à quelqu'un, vous ne laissez pas forcément le temps d'expliquer ou d'argumenter son opinion, et forcément, bah, après, vous ne pouvez pas vous mettre d'accord. Donc, point important, l'écoute active, puisqu'effectivement, écouter c'est bien, mais l'écouter activement, c'est quand même plus sympa. Enfin, plus sympa. Vous pourrez mieux échanger par la suite. Et enfin, règle d'or numéro 4, restez optimiste. C'est ce que je vous ai dit, il y aura forcément des phases d'échec. Vous ne pouvez pas tout réussir du premier coup. Vous ne pouvez pas lancer un produit, un service directement dès le début. Donc, quels que soient les retours, même si on vous dit que c'est nul, et point important, hein, mais faites attention aussi que les utilisateurs qui testent vos produits, c'est bien votre cible. Si demain, je souhaite faire de la publicité en ligne et que je fais tester mon site internet par ma grand-mère, elle va me dire qu'elle comprend rien, qu'elle est perdue, bah parce qu'en fait, elle ne sait juste pas utiliser le numérique de manière générale. Donc, je prends encore une fois un exemple très marquant, un peu caricatural, mais c'est vraiment pour faire comprendre que c'est important, lorsque vous faites tester votre produit ou votre service, il faut que ce soit bien votre cible qui vous fasse des retours pour éviter de faire des modifications qui n'ont pas lieu d'être. On va détailler du coup l'ensemble des différentes étapes du processus de design thinking. Donc ce sont les étapes que l'on a vues en début de présentation. Là, cette fois-ci, on va les approfondir et puis on va voir des exercices que vous pourrez faire lorsque vous serez en poste, pour vous par exemple Esther, ou pour les autres personnes si vous souhaitez le tester dans votre structure ou même à titre personnel avec d'autres personnes. Vous allez voir, ça peut être sympa. Donc on va reprendre ces 5 phases: empathie, définition du besoin, idéation, donc recherche d'idées, prototypage et puis test du ou des prototypes d'ailleurs, parce que rien ne vous empêche d'avoir plusieurs prototypes. L'empathie, donc rapidement, l'empathie, ça consiste à se mettre dans la peau des utilisateurs afin d'identifier leurs besoins cachés. Si je reprends l'exemple des jeunes enfants qui avaient peur lorsqu'ils devaient passer un IRM, et donc il s'agit d'établir ce qu'ils font, ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent et ce qu'ils disent. Pour ça, vous avez un très bon outil qui vous permet d'identifier l'ensemble de ces éléments. Pareil, Pierre, t'embête pas, je vais raccourcir le lien, je vais le mettre tout de suite dans le chat. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une carte d'empathie ou empathie map en anglais. On l'entend souvent en anglais, c'est pour ça que je vous donne l'équivalent en anglais. Mais c'est tout simplement voilà, une carte d'empathie. Et on retrouve finalement ce qui a été identifié dans la définition. Qu'est-ce qu'elle entend, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle voit, qu'est-ce qu'elle dit. Donc l'idée, encore une fois, c'est de renseigner chacun de ces éléments. J'espère que c'est assez clair pour vous. Je vais peut-être zoomer un petit peu. Là, c'est peut-être un peu plus clair. Ouais, comme ça va être un peu mieux. Donc, ce qu'elle entend, ce qu'elle voit, ce qu'elle dit, ce qu'elle fait. Donc, si je reprends l'exemple de Yuka, ce qu'elle voit, c'est des packaging pas forcément compréhensibles. Ce qu'elle dit, elle peut très bien dire que c'est volontaire, que les industriels nous mentent, que... enfin, voilà, il peut y avoir différentes choses. Ce qu'elle fait,
eh bien, cette personne, elle peut très bien soit acheter le produit dans le cas de Yuka sans vraiment comprendre si c'est bon pour sa santé, ou alors le reposer puisqu'elle n'a pas compris finalement l'intérêt de ce produit. Et puis, ce qu'elle entend, pareil, son entourage peut dire la même chose. C'est complexe de comprendre tout ça. Elle entend des scandales industriels, elle entend, enfin voilà, on peut entendre plein de choses. Là, je l'ai fait en accéléré, bien entendu, hein, l'idée, c'est de se poser sur chacun de ces éléments-là. Et puis, encore une fois, de se mettre dans la peau de son utilisateur final. Et là, on définit aussi la personne. Là, ça rejoint le persona finalement juste ici. Et le but aussi, c'est quels sont ses problèmes et puis qu'est-ce qu'elle aimerait finalement pour résoudre ces différents problèmes. Donc, c'est un outil parmi d'autres, la carte d'empathie. À vous de voir si effectivement ça peut être pertinent dans votre cas. L'idée, encore une fois, c'est de vraiment comprendre ce qu'elles font, ce qu'elles disent, enfin que ce que vos cibles font, ressentent, disent, etc. Un autre moyen aussi de réaliser cette phase d'empathie, c'est un exercice qui s'appelle le How Might We. Pareil, je vous invite à faire une capture d'écran pour que vous puissiez l'avoir sous la main le jour où vous souhaiterez le mettre en pratique. Donc l'idée, c'est quoi? C'est chaque participant a des post-it, un stylo et 2 gommettes qui feront office de vote. On va le voir juste après. Donc l'idée, c'est que chaque participant doit formuler une problématique autour du sujet. Donc là, vraiment, voilà, je dois passer un examen, je suis un jeune enfant, quelle problématique je rencontre? Donc chacun va écrire les différentes problématiques qu'il a identifiées dans le cadre de cette expérience. Une fois qu'on a un certain nombre de problématiques identifiées, on met les post-it au centre de la table et on échange, finalement, on lit les autres problématiques des autres. On a le droit, si on veut, suggérer des modifications, d'enrichir la problématique, de reformuler si on estime que ça peut être mieux formulé. Et puis ensuite, on peut échanger sur l'ensemble de ces problématiques et on vote pour 2 problématiques, celles que vous préférez, celles qui vous semblent les plus pertinentes. Bien entendu, vous n'avez pas le droit de voter pour vos propres problématiques. Et l'idée, c'est de faire émerger les problèmes qui semblent les plus pertinents. Voilà pour cet exercice. Donc pareil, si vous avez l'occasion de le tester, faites-le, ça peut vraiment être intéressant. L'utilité, l'objectif, les objectifs de ça, c'est de formuler des idées, formuler des problématiques, avoir des points de vue différents, pourquoi pas prioriser aussi les problématiques. Logiquement, lorsque la majorité vote pour une problématique, c'est que celle-ci a sans doute plus d'intérêt qu'une autre. Ça permet de brainstormer, d'échanger sur les idées, de les enrichir potentiellement. On peut se dire, OK, j'ai une problématique et puis, ah oui, c'est vrai qu'il y avait cette partie-là que je n'ai pas identifiée et d'autres personnes peuvent venir les enrichir. Merci pour l'article complémentaire, Pierre. Pareil, n'hésitez pas à le mettre de côté si vous souhaitez en savoir un petit peu plus. Et enfin, vous sélectionnez les idées les plus intéressantes. Donc, 2 moyens pour l'empathie, carte d'empathie et l'exercice, How Might We. La deuxième étape du cercle, si on reprend le cercle que l'on a vu au début, la deuxième des 5 étapes, c'est la définition du besoin. Donc là, on était dans une phase d'empathie. Là, c'est vraiment définir, mettre des mots sur le problème. Donc, pour faire simple, c'est faire une synthèse et définir le problème ou les problèmes repérés à partir des informations recueillies au cours de la première étape. Donc, à partir de l'ensemble des ressentis, l'ensemble des questions, l'ensemble des problématiques identifiées lors de la première partie, je vais, en une phrase, définir mon problème. Point important aussi, vous pouvez, à partir de ce problème, identifier quelles sont les causes et quelles sont les conséquences de ce problème. Si je reprends l'exemple des jeunes enfants qui ne voulaient pas faire d'IRM, les causes, c'est la peur, c'est la salle qui n'est pas rassurante, c'est l'environnement, c'est le bruit de la machine. Les conséquences, entre autres, je ne veux pas faire l'examen, ou alors je fais l'examen mais je pleure. Bref, il y a plein de conséquences potentielles là-dessus. Donc, un exercice pour faire ça qui vous permet justement de formuler un petit peu mieux cette problématique, c'est de rédiger un faux communiqué de presse. Et vous reprenez ces 10 points.
L'idée, voilà, c'est d'avoir un nom de produit ou un nom de solution ou un nom de marque. Comme ça permet de rendre le projet un peu plus concret. Est-ce que vous arrivez en une phrase à présenter un petit peu votre solution? Est-ce que vous arrivez à le pitcher à l'écrit finalement? Est-ce que vous sauriez dire pourquoi est-ce que vous avez fabriqué ce produit? Donc là, c'est une phase d'anticipation, mais c'est juste l'idée, c'est de se projeter pour voir si oui ou non, ça peut paraître réel ce que j'ai identifié. À quel problème vous vous attaquez? À qui ça s'adresse? Donc les utilisateurs. Comment ça répond effectivement au problème initial? Qu'est-ce qui rend votre produit unique? Ça, c'est pareil. Pourquoi vous êtes différent des concurrents si vous êtes sur un produit qui existe déjà? Le détail de la solution, comment ça s'utilise, à quelle fréquence, et puis qu'est-ce qui est spécifiquement lancé en ce jour? Est-ce que c'est l'entièreté du produit? Est-ce que c'est des précommandes? Est-ce que c'est une version bêta? Bref, faites ces exercices, ça vous permettra de pouvoir anticiper finalement, voir si c'est réalisable ou non votre idée. L'utilité des objectifs, comme d'habitude, donc, étoffer les idées, élaborer de nouvelles fonctionnalités. C'est vrai que pour le coup, on peut aussi identifier de fonctionnalités supplémentaires qui pourront venir compléter votre produit, votre service, uniformiser les idées de l'équipe, cadrer le problème. Voilà, je suis plus concret. Et puis, pourquoi pas aussi reformuler la problématique initiale en rédigeant ce faux communiqué de presse. Je peux très bien me dire, OK, ma problématique de base n'était pas forcément bonne, je vais la reformuler. Voilà pour cette deuxième phase. La troisième phase, c'est la phase d'idéation. Troisième des cinquièmes phases. Donc l'idéation, voilà, processus créatif, de production, développement et de génération d'idées. L'idéation, c'est je cherche à solutionner le problème que j'ai identifié. Voilà, je fais appel à mon imagination. Là, c'est un exercice qui se rapproche beaucoup du How Might We. Il est légèrement différent. Donc là, pareil, chacun prend une feuille à 4 ou des post-it, ça revient au même. Je fais 8 idées. Donc là, voilà, je fais 8 cases ou 8 post-it, c'est comme vous voulez. Je mets 8 idées pour résoudre la problématique que j'ai identifiée. Donc là, si je reprends la salle d'IRM, voilà, refaire des peintures, faire une machine qui fait moins de bruit. Enfin voilà, il y a plein de solutions potentielles. Là, pour le coup, celle qui était retenue, c'est de redesigner l'ensemble de la pièce sans forcément modifier la machine. Même chose, après je mets en commun, je prends connaissance des idées des autres, je peux échanger dessus, je peux venir enrichir les idées et de même, eh bien, je fais un vote. Donc le côté démocratique qui revient, je fais un vote et puis les deux idées qui ressortent, enfin une ou plusieurs idées, vous votez pour deux idées comme tout à l'heure et puis il y aura une ou plusieurs idées qui vont se démarquer des autres. Et puis voilà, du coup, vous pourrez vous baser sur cette idée pour passer à la phase de prototypage que l'on va aborder juste après. Donc, utilité objectif de cette phase d'idéation, générer un maximum d'idées, brainstormer, j'ai envie de dire, tout simplement. Trouver des solutions pour résoudre les problèmes, faire participer tout le monde aussi. Là, c'est pas forcément marqué directement, mais c'est aussi assez intéressant. C'est finalement l'idée qui intéresse le plus, qui va être retenue. Donc ça, en termes de motivation au travail, ça va aussi avoir un impact, puisqu'il y a de fortes chances que le projet sur lequel je travaille, eh bien, j'ai voté pour ce projet ou j'ai voté pour cette idée. Donc forcément, en termes de motivation, je serai plus motivé, tout simplement. Et puis, je vous l'ai dit, faire émerger les ébauches du produit final. Pourquoi est-ce qu'on parle d'ébauche? Puisqu'encore une fois, c'est un processus itératif. Là, on va plutôt faire un prototype qui potentiellement sera quasiment le produit final, mais peut-être que ça n'aura rien à voir et que finalement, je vais repenser l'entièreté de tout ça. Donc la quatrième étape, comme je vous le disais, la phase de prototypage. Donc c'est une démarche qui consiste à réaliser un prototype, un exemplaire incomplet et non définitif de ce que pourrait être le produit ou l'objet final. Donc ça, c'est important, encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'avoir quelque chose de totalement fini pour pouvoir tester votre idée. Un autre exercice pour prototyper, donc là, ça dépend si vous êtes sur un projet web, ça dépend si vous êtes sur un projet physique ou autre. Donc, si c'est un projet physique, on va plutôt parler d'étapes de création. Je ne sais pas, vous lancez une gamme de vélos ou de trottinettes. Bref, vous testez différents designs. Donc,
Chaque groupe donc doit définir les différentes étapes clés à la conception de ces trottinettes, par exemple, ou les différents écrans clés au lancement de l'application qui permet de réserver les trottinettes si je les mets en libre service, par exemple. Donc 5 max, bon, pourquoi pas, ça c'est une règle qui est donnée, mais libre à vous de la respecter ou non. Et puis, on va définir le profil type des utilisateurs test. Ça, c'est pareil, phase de prototypage, hein. Je peux déjà avoir des premiers tests en amont avant de vraiment faire des tests utilisateurs par la suite. Et bien entendu, je prépare mes questions en amont et j'insiste dessus, mais je n'hésite pas à poser la question pourquoi. Pourquoi vous dites ça? Pourquoi vous avez tel ressenti? Pourquoi vous me dites que c'est pas ergonomique? Pourquoi vous me dites que c'est cher? Enfin voilà. Vous pouvez, n'hésitez vraiment pas à approfondir vos questions pour avoir un maximum de retours, de feedback en anglais, qui vous permettront d'améliorer votre prototype par la suite. Donc l'idée ici, hein, c'est de confirmer les exigences de l'utilisateur, l'étendue du produit, est-ce que ça répond bien aux attentes, le côté voilà, échantillon, forcément, hein, il y a quelques personnes qui vont tester mon produit. Après, retenez toujours cette règle des 20-80 qui est valable dans plein de domaines. C'est aussi connu sous le nom de loi de Pareto, mais souvent, vous allez avoir 20% de vos utilisateurs ou 20% des testeurs, même ici, hein, qui vont identifier 80% des problèmes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc là, c'est vraiment la phase de prototypage. Un prototype, je peux aussi le tester en interne, pourquoi pas. Et puis la 5e étape, là, c'est vraiment mon utilisateur final, le produit à qui est destiné, le produit qui est destiné à mon utilisateur final, c'est lui qui doit tester, c'est lui qui doit me faire les retours. Donc le test, hein, la phase qui permet d'avoir retour de l'utilisateur et d'affiner le bon point de vue. Pour ça, un des exercices, encore une fois, nous, on vous met un exercice, mais il en existe tout un tas d'autres. Donc là, l'idée, c'est que j'ai mon prototype que je souhaite faire tester, j'ai mes questions, paquet de bonbons si vous voulez, mais voilà, j'ai tout préparé. Et puis, on va parler de guérilla testing. Donc l'idée, hein, c'est que je vais poser un certain nombre de questions. Évitez de dépasser les 5 questions, puisque pour le coup, hein, si vous... même si vous posez des questions dans la rue, voilà, vous faites tester quelque chose dans la rue ou autre, les gens n'ont pas forcément le temps, donc commencez pas à leur poser 30 questions d'affilée, ce sera beaucoup trop long. Donc soit vous le faites en physique, soit vous le faites en distanciel, vous diffusez ça sur les réseaux sociaux ou autres. Pourquoi pas aussi faire un questionnaire de satisfaction pour voir si les questions étaient bien posées ou parce que il se peut que la personne réponde à vos questions tout en pensant que vos questions ne sont pas pertinentes. D'où l'intérêt du questionnaire de satisfaction pour être sûr que elle répondait honnêtement. Donc pareil, faites un questionnaire très court juste pour savoir si effectivement, a priori, les questions étaient bien posées. Et puis derrière, vous faites une synthèse de ce qui s'est dit. Les verbatims, c'est tout simplement les éléments de langage que vous aurez retenus, les verbatims qui reviennent le plus, qui vous permettront de dire, d'identifier, d'axer vos attentes sur, d'axer, vos actions par rapport aux attentes du consommateur. Voilà pour le guérilla testing, qui est encore une fois un des exercices parmi les autres. Donc là, utilité objectif, avoir des avis, avoir des critiques, savoir concrètement qu'est-ce que je dois modifier sur mon prototype pour que ça corresponde mieux aux attentes, m'adresser directement à l'utilisateur final. C'est aussi pour ça, hein, dans le cadre des jeux vidéo, vous avez souvent des versions bêta ou alpha qui sortent. Ça leur permet aussi, pour eux, c'est une formidable source de retour pour faire évoluer le projet. Même s'il y a une date de sortie, d'annoncer, etc., eh bien, ils peuvent tout à fait faire évoluer le produit en fonction de l'attente de la communauté. Et puis après, en fonction du nombre de verbatims, en fonction des choses qui reviennent le plus, je peux prioriser les éléments à améliorer. Typiquement, si je reprends l'exemple des jeux vidéo, on peut se dire, OK, on fait un sprint de 2-3 semaines sur la jouabilité, puisqu'a priori, c'est pas très intuitif. Après, je peux faire un sprint de 2-3 semaines sur le côté graphisme qui, a priori, n'est pas à la hauteur des attentes. Bref, encore une fois, mettez ça à l'échelle de votre projet, mais c'est l'idée, encore une fois, du test. Et puis après, voilà, c'est itératif, je peux revenir
à chacune des 5 étapes que l'on a vues auparavant. Si on résume un petit peu tout ça, les différentes étapes clés à retenir, donc on essaie de vous résumer ça de manière assez simple, mais bon, déjà, on l'a vu, le design thinking, c'est un état d'esprit. Privilégiez les tests terrain directement par vos utilisateurs. Ici, d'où l'intérêt de se concentrer sur les utilisateurs. Le fait de tester en interne, ça peut avoir son intérêt. Eh bien, encore une fois, attention, vous êtes dans le projet. Vous ne serez pas forcément objectif dans le cadre de vos analyses, donc d'où l'intérêt de faire tester à l'extérieur de votre structure. Constituer une équipe agile et complémentaire, donc ça c'est pareil, des gens qui sont prêts à travailler en équipe et complémentaires dans le sens où éviter de rester entre personnes du marketing, entre personnes de l'ingénierie ou autre, puisqu'encore une fois, vous serez potentiellement dans une bulle d'idées et vous ne vous en rendrez pas forcément compte. Pensez bien aux règles d'or, donc même si je pense qu'une idée est mauvaise, je laisse la personne expliquer son point de vue, je ne juge pas, encore une fois, je ne dégrade pas finalement ses opinions. Plus il y aura d'idées, plus potentiellement aussi je serai proche de concevoir la solution la plus pertinente. Faites de l'observation de vos utilisateurs. Demain, vous lancez un site internet. Si vous voulez savoir si celui-ci est ergonomique, simplement, vous faites venir votre cible, vous lui dites, je vous invite à passer une fausse commande sur mon site internet ou autre, et vous regardez comment elle se comporte. Si à certaines étapes, elle met du temps à trouver des boutons ou elle bloque sur une étape, eh bien c'est pareil, on lui pose la question, ok, qu'est-ce que vous recherchez, pourquoi vous ne l'avez pas trouvé, ou est-ce que vous auriez aimé que les frais de livraison apparaissent, bref, je peux poser tout un tas de questions. La notion de timing, donc encore une fois, je raisonne en sprint et j'essaye de m'y tenir. Et puis tout le processus, c'est itératif, je peux tout à fait revenir à l'étape précédente. Veillez tout de même à respecter chaque étape. Il y a 5 étapes dans le design thinking, donc je peux aussi difficilement en passer certaines. Et enfin, l'objectif, mais ça c'est comme tout, comme dans la vie de tous les jours, demain vous vous inscrivez à la salle de sport, il faut en avoir un objectif précis, sinon vous serez beaucoup moins motivé. C'est le même cas pour le lancement de solutions ou de services, de produits, que ce soit associatif ou professionnel. Voilà pour ce qui concerne le design thinking. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que l'on vient de voir? Est-ce que vous souhaitez que je revienne sur une diapo ou est-ce qu'au contraire c'est clair? N'hésitez pas dans le chat à me dire si vous avez des remarques ou même des suggestions. En attendant vos éventuels retours, je vous rappelle que vous pouvez retrouver tout un tas d'informations sur notre site internet, notamment toutes les formations à venir, que ce soit sur notre chaîne YouTube, en présentiel dans nos ateliers ou en région lorsque l'on se déplace. Et puis, je vous affiche la bannière. Mais au-delà des conférences que j'essaye de personnaliser, que l'on essaye, de personnaliser au maximum, sachez que vous pouvez bénéficier en complément d'accompagnement personnalisé ou de coaching personnalisé, c'est la même chose, entièrement sans frais, simplement restreint à 1 heure par semaine. Voilà, je crois que je n'oublie rien, c'est clair pour Mathieu, c'est très clair pour Ayoub. Ok, merci beaucoup pour vos retours. D'autres éléments, si vous souhaitez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur cette même chaîne YouTube d'ailleurs, si vous appréciez ce que l'on fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'est pareil, c'est totalement sans frais, donc n'hésitez pas. Et puis, on est également présent sur LinkedIn. Et j'ai oublié de le préciser, mais voilà, le coaching, je pense que vous l'aurez compris, il vous suffit d'appeler ce numéro. Si on peut y répondre en 5 minutes, on y répond en 5 minutes. On est joignable tous les jours de 8h à 20h, sauf le dimanche. Donc, je disais, si vous avez une problématique assez courte, on y répond par téléphone. Sinon, on fait des visioconférences où vous pouvez venir dans les ateliers en présentiel si vous êtes à proximité de ces villes-là. Nouvelle-Aquitaine, là, c'est spécifiquement Bordeaux pour le coup. C'est clair et complet pour Esther. Eh bien, écoutez, top. Dernière petite mission, si vous avez 5 minutes, n'hésitez pas à flasher le QR code
qui est affiché ou aller sur le lien que Pierre va vous mettre dans le chat. L'idée, et merci Pierre, l'idée tout simplement, hein, c'est que vous puissiez nous donner vos retours, que ce soit à la fois sur le contenu, que ce soit sur la posture que je peux avoir, sur la façon dont c'est présenté. Bref, c'est grâce à vos retours que nous aussi, hein, on a cette méthode de design thinking, on est amené à modifier nos présentations, à tester différentes choses. Eh bien, c'est grâce à vos retours. Donc, si vous pouvez prendre 5 minutes, eh bien, on vous en sera, très reconnaissant. C'est clair aussi pour Réjeanne. Eh bien, écoutez, top. Pas d'autres questions a priori. Bah écoutez, il me reste à vous remercier. Merci beaucoup d'avoir participé en cette fin de semaine. J'espère que vous aurez appris des choses qui vous seront utiles dans votre vie professionnelle et puis pourquoi pas dans la vie de tous les jours. Donc n'oubliez pas, pour les plus motivés d'entre vous, il y a encore 2 lives demain et puis sinon on revient lundi. Donc n'hésitez pas à nous suivre. Et puis, eh bien, je vous souhaite une bonne fin de semaine et puis je vous dis à bientôt sur la chaîne.